Bonjour, Jean-Guy Passagia. Je fais partie des enseignants titulaires du laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine et je suis également neurochirurgien à l'hôpital. Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons étudier l'anatomie de l'abdomen en commençant par le tube digestif et ses glandes annexes. Et en premier chapitre, je vous propose l'organogenèse du péritoine. L'appareil digestif est l'un des premiers à se différencier dans l'échelle animale. En effet, le premier souci du monde animal va être de se nourrir, et l'appareil digestif sera réduit à sa plus simple expression chez les animaux primitifs comme l'hydre, le ver de terre, avec un tube à l'intérieur d'un tube. Mais dans l'échelle des animaux, jusqu'à l'homme, le plus élaboré des vertébrés, l'appareil digestif est l'un de ceux dont la différenciation est la plus précoce chez l'embryon. Et les caractères anatomiques, pour chaque viscère, pour chaque segment du tube digestif, est relativement constant dans la série animale. En effet, il y a une stabilité de la structure et de fonction. Par exemple, le foie ou glande hépatique aura la même fonction dans pratiquement toute l'échelle animale. Bien sûr, il y a une adaptation au régime alimentaire. L'homme est particulièrement omnivore et possède un tube digestif simple, archaïque, peu spécialisé. Nous allons tout d'abord préciser les grands compartiments qui vont nous intéresser dans l'étude de la cavité abdominale. Ce schéma représente tout d'abord l'architecture squelettique avec la colonne vertébrale lombaire, l'ensemble des côtes et du sternum, et puis dans la partie caudale, le bassin associant le sacrum avec l'os coxal droit, l'os coxal gauche. Cette grande cavité, avec son architecture osseuse, est bien sûr recouverte d'enveloppes musculaires sur le plan dorsal, latéral et ventral. Ce cylindre, ce vaste cylindre, est enfin fermé par deux diaphragmes musculaires qui sont le diaphragme thoraco-abdominal que vous avez déjà étudié avec ces deux coupoles qui séparent le thorax de l'abdomen, et le plancher pelvien, un diaphragme là aussi musculaire, qui va fermer la partie la plus caudale. La cavité abdominale se divise en une cavité péritonéale d'origine célomique qui va être essentiellement antérieure. C'est elle qui contient le tube digestif et ses glandes annexes, avec une frontière relativement peu étanche, frontière qui sépare la grande cavité péritonéale qui est crâniale avec le petit bassin ou pelvis qui lui est caudal et qui contient les viscères du tube digestif terminal, de l'appareil urogénital, avec un ensemble de pathologies et de spécialités médico-chirurgicales souvent indépendantes des précédentes. En arrière de cette cavité péritonéale, il y a bien sûr le squelette, la colonne, et c'est la région dite du rétropéritoine. Rétropéritoine qui contient l'appareil urinaire, mais également les glandes surrénales. Rétropéritoine qui contient l'appareil urinaire associant glandes surrénales, les reins et les urtères, et également les gros vaisseaux qui se résument à l'aorte abdominale et sa bifurcation, la veine cave inférieure et un très riche réseau lymphatique. En anatomie de surface, la région de l'abdomen peut être divisée en 9 petits secteurs qui correspondent bien sûr à des viscères sous-jacents et qui sont des points de repère pour l'examen clinique. Cette région est divisée par des lignes horizontales, une ligne horizontale qui passe par le processus xiphoïde du sternum, deuxième ligne horizontale par les rebords costaux inférieurs, troisième ligne horizontale qui rejoint les crêtes iliaques et les épines iliaques antéro-supérieures droite et gauche, et enfin une ligne pubienne. Verticalement, dans le premier compartiment crânial, les lignes vont suivre le rebord des grilles costales, plus particulièrement des cartilages costaux, puis deux lignes verticales pour séparer en 3/3 verticalement cette surface abdominale. Parmi ces régions, il y a tout d'abord la région de l'épigastre.
région de l'épigastre qui est située depuis le processus xyphoïde du sternum jusqu'à la deuxième ligne, dans l'espace entre les cartilages costaux. Deuxième région sur cette partie verticale et médiane, c'est la région ombilicale ou mésocéliaque, centrée sur la cicatrice de l'ombilic. Troisième région, médiane toujours, mais la plus caudale, c'est la région pubienne ou hypogastre. On a ensuite trois régions latérales, l'hypocondre, droit ou gauche, qui sont recouverts par le gril costal et les cartilages costaux, et qui abritent des viscères souvent fragiles et importants, le foie à droite, la rate à gauche. Au-dessous, le flanc droit, et dans la dernière partie, ce dernier carré ou dernier rectangle est divisé en deux par le ligament inguinal, cette frontière entre l'abdomen et le membre inférieur, avec la fosse iliaque droite en situation crâniale et médiale, la région inguinale en situation caudale et latérale. Encore une fois, ce sont des surfaces et des repères cliniques pour les viscères sous-jacents lors de l'examen du praticien. Afin d'établir d'emblée des règles de vocabulaire, des notions topographiques, pour comprendre le vocabulaire qu'on va utiliser ultérieurement, voici une vue schématique d'une dissection de la cavité du péritoine, dissection pour laquelle on a fait l'ablation de la paroi antérieure mais aussi des parois latérales de l'abdomen et qui met à jour l'ensemble des viscères intrapéritonéaux. C'est ainsi que, pour le tube digestif, il y a une courte portion de l'œsophage, œsophage abdominal, qui se termine dans un réservoir qui est l'estomac, qui est médian. Le tube digestif se poursuit par le duodénum, qui n'est pas visible sur ce schéma, et le duodénum continue par le jéjunum. Il fait partie de l'intestin grêle. C'est un intestin de petit diamètre qui est long, contourné, qui se poursuit par l'iléon, et ces deux segments, jéjunum et iléon, sont recouverts par un tissu péritonéal et graisseux qu'on appelle le grand omentum ou grand épiplon. L'intestin grêle se poursuit par le gros intestin avec un premier segment qui est le cécum qui supporte l'appendice, célèbre viscère de l'abdomen. On continue par un trajet ascendant de l'intestin avec le côlon droit, puis après un angle, le côlon droit devient le côlon transverse, il passe de la droite vers la gauche dans la cavité du péritoine. C'est un segment qui est oblique, en haut et du côté gauche. Il continue par le côlon gauche ou côlon descendant, pour rejoindre la ligne médiane et devenir le côlon sigmoïde. Il y a des glandes annexes, la plus importante, la plus volumineuse, glande vitale, c'est le foie ou glande hépatique, qui est en grande partie sous l'hypocondre droit. Le bord inférieur, antéro-inférieur du foie, laisse apparaître un réservoir qui est la vésicule. Du côté gauche, c'est la situation de la rate ou splénium, rate qui est un organe lymphoïde et qui, lui, est en grande partie recouvert et totalement masqué par l'hypocondre gauche. Dans ce premier chapitre, nous allons essentiellement étudier l'organogenèse du péritoine. L'organogenèse du péritoine, c'est une partie complexe du cours, puisque on va essentiellement représenter en deux dimensions un phénomène évolutif dans le temps qui est bien sûr en trois dimensions. Phénomène qui va mettre en place l'ensemble du tube digestif et de ses glandes annexes dans la cavité abdominale. Nous allons commencer par une série de coupes transversales de l'embryon, puis une série de reconstructions en situation sagittale pour bien comprendre comment se développe chacun des viscères. Coupe transversale, cette première coupe est un embryon qui a 19 jours, avec ses trois feuillets. Premièrement, le feuillet de l'ectoblaste, qui recouvre bien sûr la partie dorsale de l'embryon, avec ici la gouttière neurale
au centre et qui recouvre également la cavité amniotique dans la partie la plus dorsale. Le deuxième feuillet, c'est le feuillet endoblastique, qui lui est totalement ventral. Feuillet endoblastique, c'est le futur feuillet qui va appartenir au tube digestif et qui abrite à ce stade la cavité vitelline. Entre ces deux feuillets, ectoblaste et endoblaste, se met en place à partir de la corde et à partir du nœud de Hansen, le troisième feuillet, le mésoblaste. La corde est sur la ligne médiane, c'est elle qui va induire le système nerveux, sa différenciation, avec ici l'ébauche de la gouttière neurale dans la partie dorsale. Ce mésoderme paracordal va se diviser, se segmenter en différents éléments. Tout d'abord, une pièce paraaxiale, en regard de la flèche, puis une pièce intermédiaire sur la seconde flèche, et enfin, latéralement, à l'issue de ces deux premières segmentations, eh bien, un feuillet du mésoblaste part en direction dorsale et va recouvrir progressivement l'amnios. C'est ce que l'on appelle la somatopleure, qui est un tissu mésoblastique, qui donc va recouvrir la paroi, le soma, la paroi de l'individu, par opposition à un autre feuillet de même consistance, qui est en vert clair, et qui va recouvrir l'endoblaste, mais ce feuillet va non plus recouvrir la partie somatique, mais la partie viscérale, c'est-à-dire le tube digestif, et forme la splanchnopleure, splancno signifiant viscère. Cette seconde coupe est toujours une coupe transversale sur l'embryon, mais à un âge plus avancé puisqu'il a maintenant 30 jours. En intra-embryonnaire et sur la ligne médiane, on a de façon superposée, depuis la partie dorsale vers la partie ventrale, tout d'abord le tube neural, puisque la gouttière neurale s'est refermée, ventralement la corde, puis l'aorte primitive, et de part et d'autre de l'aorte, des gros amas cellulaires qui vont former le futur mésonéphros. L'amnios recouvre la surface dorsale de l'embryon, l'ectoblaste s'est refermé sur la ligne médiane pour former le revêtement cutané. Cette cavité amniotique va progressivement se développer latéralement à droite et à gauche pour former les parties latérales de l'embryon. L'intestin primitif, central, va être, à ce niveau de coupe, segmenté en deux parties, l'intestin primitif intra-embryonnaire et la vésicule vitelline, qui elle va rester extra-embryonnaire. Ces deux éléments sont en connexion par le canal vitellin. Il se développe ainsi une grande cavité, une cavité doublée par la somatopleure en périphérie, doublée par la splanchnopleure au contact du viscère, avec les mêmes couleurs que sur le schéma précédent. C'est la cavité du cellome ou cavité du péritoine qui abrite le tube digestif primitif, l'intestin primitif. Sur cette troisième coupe, qui est toujours transversale, sur un embryon à un niveau plus crânial que le précédent, nous sommes à la 4e semaine et toute la surface ectoblastique est terminée, fermée sur la partie dorsale mais aussi sur la partie ventrale. La cavité amniotique double toute la surface ectoblastique. On a dorsalement, comme précédemment, le tube neural avec ses deux crêtes neurales droite et gauche, la corde, l'aorte primitive, et le mésonéphros de part et d'autre de l'aorte. La cavité célomique est vaste, encore peu occupée. Il y a l'intestin primitif en partie centrale, et cette cavité célomique est doublée par le péritoine pariétal qui dérive de la somatopleure, qui est en vert foncé, péritoine pariétal qui débute juste en avant de l'aorte
et qui double la partie postérieure, puis latérale, puis ventrale de la cavité cœlomique, alors que la splanchnopleur double en surface le tube digestif, l'intestin primitif, c'est le futur péritoine viscéral. Et ce péritoine viscéral, recouvrant l'intestin primitif, va avoir deux prolongements, un mésodorsal qui s'insère sur la ligne médiane dorsale, en avant de l'aorte, et qui forme une jonction avec le péritoine pariétal. C'est ce qu'on appelle une ligne de réflexion, la ligne de réflexion dorsale. Le méso est constitué de deux feuillets, un droit, un gauche, entre lesquels vont passer les vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques. Mais à ce niveau de coupe, on a également un méso ventral qui rejoint la ligne médiane ventrale, avec là aussi un feuillet droit, un feuillet gauche, et entre les deux, des éléments vasculaires. Au total, quel est le devenir de chacun des trois tissus qui constituent à l'origine l'embryon? L'ectoderme, ou ectoblaste, va constituer le revêtement cutané de l'individu, mais également en partie le revêtement de l'amnios. Sur la ligne médiane dorsale, il s'est différencié également en tissu nerveux, système nerveux central et système nerveux périphérique. L'endoblaste, quant à lui, va constituer la paroi interne de l'intestin, c'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire le tissu fonctionnel digestif. Le mésoblaste est situé entre les deux, il va développer le squelette, les muscles, mais parmi ces muscles, les fibres musculaires lisses qui constituent une partie de la paroi intestinale. Continuons maintenant par une coupe sagittale tout à fait théorique, c'est un diagramme et non pas un schéma. La surface dorsale de l'embryon est sur la droite et on a figuré l'intestin primitif au centre, qui est tout à fait théorique, rectiligne. Le mésodorsal est présent du muscle diaphragme vers le haut jusqu'au plancher pelvien vers le bas, et le mésodorsal est présent sur toute la hauteur du tube digestif. Ce mésodorsal abrite des bourgeons, en particulier le bourgeon de la rate, qui se développe dès ce stade. Dans la partie ventrale, le mésoventral existe uniquement pour le tiers crânial. Dans ce tiers crânial, il contient la glande hépatique et les futures voies biliaires. La limite inférieure du mésoventral est marquée par la présence de la veine ombilicale qui relie les annexes embryonnaires à la glande hépatique, en passant bien sûr par le cordon ombilical. Le péritoine pariétal double toute la surface de la paroi postérieure, latérale et, comme sur ce schéma, la paroi ventrale. Le péritoine viscéral, par contre, lui, double l'intestin primitif et constitue une paroi droite ou gauche des mésos, dorsales ou ventrales. Sur un premier niveau de coupe, qui est en regard de la lettre A, eh bien, on a en bas et à droite une coupe transversale qui correspond au niveau de la flèche A sur le schéma en coupe sagittale. Vous remarquez que dans cette coupe transversale, on a successivement le mésodorsal qui contient le bourgeon de la rate, puis l'intestin primitif, puis ventralement, ce qui est vers le bas sur le schéma, l'ébauche primitive du foie, de la glande hépatique. La deuxième coupe, qui passe par la lettre B, dans le tiers caudal du tube digestif, eh bien, à ce niveau, il y a le péritoine pariétal qui double tout l'ensemble somatique, paroi dorsale, latérale et ventrale, et le péritoine viscéral avec une couverture pour toute la surface du tube digestif et qui se prolonge dorsalement uniquement par un méso dorsal. Il n'y a pas de méso ventral. Nous allons maintenant reprendre cette situation, mais sur une série de coupes sagittales avec des embryons d'âge différents.
Ce premier embryon a 25 jours, il mesure 3 mm. L'extrémité céphalique est déjà volumineuse, c'est la différenciation du futur système nerveux central, elle est située vers la partie haute du schéma. L'intestin primitif est encore totalement fermé à ce stade, fermé en amont par la membrane pharyngienne, qui représente l'accollement de l'ectoblaste et de l'entoblaste. Cette membrane pharyngienne va s'ouvrir à la 4e semaine. À l'opposé, la membrane cloacale, qui termine le tube digestif, la membrane cloacale est là aussi fermée, elle s'ouvrira plus tardivement, elle deviendra perméable à la 9e semaine. Le tube digestif primitif est divisé en 3 segments. Le proentéron, tout d'abord, qui va donner ultérieurement l'œsophage puis l'estomac. En avant du proentéron se développe une autre partie de la cavité cœlomique, la future cavité des plèvres ou cavité pleurale, dans laquelle vont se développer les poumons, l'appareil respiratoire. La plèvre et la cavité péritonéale sont séparées par le diaphragme qui provient en partie du septum transversum qui est un amas de cellules mésoblastiques et qui va donner ce futur muscle diaphragme. Le mésenthéron, ou intestin moyen, va être centré sur le canal vitellin qui se prolonge dans le cordon ombilical. La 3e portion, c'est l'intestin terminal ou métenthéron, fermé par la membrane cloacale, et qui reçoit sur sa face ventrale, provenant du cordon ombilical, le canal de l'allantoïde. Cette seconde coupe sagittale se situe sur un embryon d'âge plus avancé, il a 32 jours, il mesure 5 mm. Comme précédemment, l'extrémité céphalique se développe avec le développement du système nerveux central, du futur cerveau, et on devine l'ébauche de plusieurs vésicules. L'intestin est toujours en 3 segments. Le proentéron tout d'abord, le proentéron pour lequel la membrane pharyngienne s'est ouverte, le tube digestif est donc ouvert et perméable en amont, avec une première ébauche qui est le bourgeon de la langue. Le deuxième bourgeon, c'est le bourgeon respiratoire qui est en regard de la plèvre et qui va coloniser les cavités pleurales droite et gauche pour former les bronches et les futurs poumons. Le septum transversum continue son développement pour donner le futur muscle diaphragme. Le proentéron parcourt la hauteur de la partie thoracique et, en situation caudale par rapport au septum transversum, commence à s'ébaucher une dilatation fusiforme à ce stade, qui est le futur estomac. L'aorte est en situation dorsale, c'est l'aorte primitive, et l'aorte va donner un vaisseau spécifique pour le proentéron qui s'appelle le tronc cœliaque et qui va vasculariser les différentes portions intrapéritonéales du proentéron. C'est toujours sur cette partie que se développe l'une des glandes annexes, le pancréas, avec un bourgeon dorsal plus volumineux que le bourgeon ventral, et juste en regard et au-dessus du pancréas ventral, s'est développé un petit bourgeon, là aussi comme l'appareil respiratoire, mais c'est le bourgeon des voies biliaires qui vont coloniser la future glande hépatique. Le deuxième segment, le mésenthéron est peu différencié. Il reçoit toujours sur sa partie antérieure le canal vitellin qui se poursuit dans le cordon ombilical, et ce mésenthéron est vascularisé par une branche provenant de l'aorte à destinée digestive, l'artère mésentérique supérieure. Le dernier segment, le métenthéron ou intestin terminal, va être vascularisé par l'artère mésentérique inférieure cette fois-ci,
le cordon ombilical est parcouru par l'allantoïde et deux artères ombilicales. À ce stade, la membrane cloacale est encore fermée. Elle ne sera perméable que plus tard, alors que, comme on l'a vu, la membrane pharyngienne est ouverte. Ce troisième schéma en coupe sagittale, qui est à un stade de 35 jours, 8 mm de longueur, restera notre schéma de référence pour les différentes différenciations des trois segments du tube digestif, proentéron, mésenthéron, métenthéron. Seule la partie infradiaphragmatique est représentée, et sur ce schéma sont détaillés les mésodorsales et mésoventrales. Au niveau du proentéron, les mésos vont prendre le nom de mésogastre, dorsal ou ventral, et c'est le seul niveau où existera un mésoventral. Mésogastre, puisqu'ils sont en regard de l'estomac, la future partie gastrique. Le mésogastre dorsal contient le tronc cœliaque, c'est là que le tronc cœliaque fait son trajet, dans le mésogastre dorsal, et il se divise très vite en trois branches pour vasculariser les éléments du proentéron. Le mésogastre ventral, lui, abrite le développement de la glande hépatique. Glande hépatique qui est volumineuse, qui va prendre un volume considérable et qui va bouleverser la topographie des viscères intrapéritonéaux. Dans le mésogastre ventral se développe le bourgeon des futures voies biliaires qui vont s'arboriser dans la glande hépatique. Il y a ensuite, en situation caudale, en regard des bourgeons pancréatiques dorsal et ventral, un mésoduodénum. Mésoduodénum qui est suivi par le mésentère commun ou mésentère ombilical, commun parce qu'il va être en partie commun pour l'intestin grêle et le gros intestin. Dans ce mésentère commun se développe l'anse ombilicale. L'anse ombilicale, c'est une boucle avec une partie crâniale de petit diamètre qui fait une coudure en regard de l'implantation du cordon ombilical, et cette partie de petit diamètre va changer pour une augmentation de diamètre juste en aval de cette coudure. L'artère mésentérique supérieure vascularise de façon spécifique les éléments contenus dans le mésentère commun, c'est-à-dire l'anse ombilicale, avec une artère qui est centrée sur le sommet de la coudure, qui est vascularisée par 14 à 16 branches en direction crâniale, mais 3 branches seulement en direction caudale pour la partie qui a augmenté de diamètre. Le mésoterminal contient le métenthéron qui est encore peu différencié, et ce métenthéron est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure se divise là aussi en 3 branches et atteint le tube digestif. Le cordon ombilical contient donc plusieurs éléments, la veine ombilicale qui est crâniale, puis le canal vitellin, puis le canal de l'allantoïde. Canal de l'allantoïde qui va rejoindre le métenthéron sur sa face ventrale, et à ce stade, la membrane cloacale est encore fermée. Comment vont évoluer les mésos? Eh bien, ces mésos qui, à l'origine, sont en situation strictement sagittale et rectiligne, de façon théorique, vont être modifiés, déplacés, étirés par le développement du tube digestif et surtout des glandes annexes. Le schéma du haut représente la situation initiale, avec l'intestin primitif au centre et un mésodorsal qui est rectiligne. Mais par le développement des viscères, la plupart du temps ces mésos vont être repoussés dorsalement, latéralement, étirés, et c'est ainsi que les mésos vont former des systèmes d'accollement, des zones d'adhérence entre péritoine pariétal et péritoine viscéral. Et ce sont ces accollements qui vont permettre de maintenir,
de fixer les viscères dans leur position définitive. Nous allons maintenant voir comment évolue la partie des mésos concernant le proentéron, c'est-à-dire l'évolution des mésogastres, avec un mésogastre dorsal et un mésogastre ventral. Sur ce schéma, vous reconnaissez dans la partie dorsale le tube neural, les crêtes neurales, ventralement la corde, puis l'aorte primitive. On a là encore le mésonéphros, à droite et à gauche, de part et d'autre, de l'aorte primitive. Le mésogastre dorsal, tout d'abord, est un segment encore rectiligne qui est traversé par le tronc cœliaque et ses branches de division. Et le tronc cœliaque vascularise spécifiquement les éléments contenus dans les mésogastres. Ventralement, par rapport à l'intestin primitif, au proentéron, il y a le mésogastre ventral qui atteint la ligne médiane, la ligne blanche de l'abdomen, et entre ces deux feuillets va se développer la glande hépatique qu'on appelle également le foie. Cette glande hépatique est reliée sur sa partie dorsale vers le tube digestif par une zone qui est en fait une portion entre l'estomac et le foie, une portion de du mésogastre ventral qu'on appellera le petit épiplon. C'est le petit épiplon ou méso gastro-hépatique entre l'estomac et la glande hépatique. Parmi les différents événements qui vont bouleverser cette situation et qui vont modifier la topographie des viscères, il y a la croissance, le développement volumétrique de la glande hépatique. Développement qui se fait essentiellement vers la droite et en direction dorsale. Il y a donc ce développement de la glande hépatique vers la droite et en direction dorsale, mais un autre événement complexe et très particulier va se former, c'est la formation de la poche rétrogastrique ou arrière-cavité des épiplons. Sur le schéma qui est en haut, le schéma de la lettre A, on est face à la situation initiale avec l'aorte dans la partie rétropéritonéale, le mésogastre dorsal, le développement ensuite de l'intestin, le futur estomac, et le mésogastre ventral avec l'ébauche de la glande hépatique. Sur le schéma dans la partie inférieure, sont représentés en arrière l'aorte et la veine cave inférieure. La glande hépatique développe son volume et grandit essentiellement vers la droite et vers l'arrière, mais un élément vient s'interposer entre la glande hépatique et le tube digestif, c'est le récessus hépato-entérique. En effet, sur le bord droit du mésogastre dorsal se forme une cavitation, le méso va se creuser et cette cavité va venir s'insinuer entre le tube digestif et la glande hépatique. D'où le nom de récessus hépato-entérique, qui va, par sa croissance, aider le déplacement des viscères. C'est toujours un schéma en coupe transversale, mais sur un stade plus évolué. En effet, peu importe la date, mais nous avons maintenant le système nerveux central qui forme la moelle épinière. Le mésenchyme paravertébral permet le développement des parties primitives des vertèbres. On a ensuite ventralement l'aorte et ses différentes branches, l'appareil urinaire qui se développe en arrière du péritoine, et sur la partie centrale, dans la cavité cœlomique, dans la future cavité péritonéale, eh bien, le récessus hépato-entérique s'est développé entre le foie et l'intestin, mais il va maintenant se développer en direction vers la gauche et ainsi repousser progressivement le mésogastre dorsal et ses éléments,
c'est-à-dire repousser le mésogastre dorsal avec le système vasculaire, le bourgeon dorsal du pancréas, mais également le bourgeon de la rate. Ce récessus hépato-entérique va faire pivoter l'estomac, il va grandir jusqu'au contact avec la paroi latérale du côté gauche et former ainsi une poche rétrogastrique. Le pancréas va donc subir une modification. Modification, il part d'une position sagittale, il va être progressivement transversal, et la rate, le bourgeon de la rate va être déplacé vers la gauche pour finalement atteindre la paroi latérale gauche. L'orifice initial du récessus hépato-entérique, cette cavitation, va persister définitivement sous forme du hiatus de Winslow. C'est donc un orifice de communication entre la cavité célomique droite et le récessus hépato-entérique ou poche rétrogastrique. Et ce hiatus de Winslow permettra, on le verra ultérieurement dans le cours, en particulier d'être utilisé en chirurgie pour reconnaître certains viscères ou certaines anomalies. Le développement hépatique va être important sur le plan volumétrique et topographique, puisque la glande hépatique va occuper pratiquement toute la cavité célomique droite en regard du proentéron et va atteindre progressivement la paroi postérieure. Plusieurs événements vont participer au positionnement de l'estomac. Le premier phénomène est représenté par ce diagramme. En effet, initialement, l'estomac est une dilatation fusiforme avec un grand axe ventrodorsal, une face droite, une face gauche. Le développement de la glande hépatique va faire subir une première rotation gastrique. Rotation gastrique avec le bord ventral qui va vers la droite. Et c'est ainsi que la surface droite devient dorsale. C'est une rotation de 90 degrés dans le sens horaire lorsque l'on regarde ce diagramme de face. Et la face gauche devient ventrale. Cette dilatation est donc maintenant avec un grand axe transversal et non plus ventrodorsal. Ce schéma en coupe transversale représente la topographie définitive des mésogastres et de leur contenu. Volontairement, la partie dorsale, qui est occupée par le système nerveux central, la moelle épinière et les vertèbres, a été occultée. Tout d'abord, le mésogastre dorsal a son origine en regard de l'aorte abdominale, et c'est là que naît le tronc cœliaque, cette artère spécifique pour la portion des mésogastres. Le mésogastre dorsal a été repoussé latéralement vers la gauche et en situation dorsale. Il contient le bourgeon pancréatique dorsal qui est accompagné par l'artère splénique. Cette artère splénique a un trajet contourné au contact du bourgeon pancréatique et il se fait une jonction de mésogastre dorsal entre le pancréas et la rate, c'est l'épiplomb ou méso-pancréatico-splénique. La partie initiale, en regard du bourgeon pancréatique dorsal, va s'accoler, former une soudure entre péritoine pariétal et péritoine viscéral et ainsi fixer le mésogastre. C'est ce qui est représenté par les petits pointillés verts. Au-delà de l'épiplomb pancréatico-splénique, se développe la rate qui arrive au contact de la paroi latérale et dorsale de l'abdomen. La portion suivante est représentée par la jonction, toujours de mésogastre dorsal, entre la rate et l'estomac. C'est l'épiplomb gastrosplénique qui là aussi contient des vaisseaux artériels et veineux. Le mésogastre dorsal s'arrête au contact de la courbure de l'estomac. C'est ensuite le mésogastre ventral qui se différencie. Mésogastre ventral avec une première portion, le petit épiplomb ou épiplomb gastro-hépatique. C'est en effet la jonction entre l'estomac et le île du foie, la partie où arrivent ou partent les vaisseaux de la glande hépatique,
qui est montré par la flèche rouge. Et la dernière partie du mésogastre ventral, c'est un reliquat, le ligament falciforme, qui est très court, puisque la glande hépatique s'est développée de façon très volumineuse dans la moitié droite de la cavité célomique jusqu'au contact des parois antérieures, latérales et dorsales. La glande hépatique arrive au contact de la paroi dorsale en regard de la veine cave inférieure, mais au-dessous de cette glande persiste l'orifice primitif, l'orifice du récessus hépato-entérique, que l'on appelle le hiatus de Winslow au stade terminal, et qui communique définitivement entre la cavité célomique droite et la poche rétrogastrique. La glande hépatique, au contact de la paroi dorsale, forme, par abus de langage, un mésohépatocave. Ce n'est pas un méso au sens anatomique du terme, méso constitué de péritoine viscérale qui contient des vaisseaux, mais simplement un accolement, un contact entre la glande hépatique et la région de la veine cave. Ces deux éléments seront d'ailleurs très difficiles à dissocier au stade définitif, et en particulier chez l'adulte. La région de la poche rétrogastrique va se subdiviser en différents segments. Premièrement, le hiatus de Winslow, qui est l'orifice d'entrée, puis entre le hiatus de Winslow et l'anneau artériel formé par deux des vaisseaux provenant du tronc cœliaque. Cette première partie, entre hiatus de Winslow et l'anneau vasculaire, forme le vestibule. Le vestibule est immédiatement dorsal par rapport au petit épiplon. Deux artères du tronc cœliaque, l'artère coronaire stomachique vers le haut, l'artère hépatique en pointillé vers le bas, ces deux artères forment un anneau oblique qu'on appelle le foramen bursé omentalis, au-delà duquel, vers la gauche, se situe et se constitue la poche rétrogastrique proprement dite. Cette poche rétrogastrique repousse le mésogastre dorsal jusqu'à la paroi latérale. L'estomac subit une deuxième modification dans son positionnement, deuxième phénomène qui est la modification des courbures. Le schéma en haut et à gauche représente la partie du proentéron qui est dilaté de façon fusiforme et en pointillé l'insertion du mésogastre dorsal. Le développement de la poche rétrogastrique va progressivement modifier les courbures de l'estomac. Et de une origine qui est fusiforme, on va ensuite aboutir à la formation de deux courbures, une petite courbure et une grande courbure. La croissance de la poche rétrogastrique se fait vers la gauche et va donc étirer la cavité et les parois gastriques vers la gauche. Il en résulte, lorsque, dans le schéma du bas, la poche rétrogastrique a dépassé la limite gauche de l'estomac, il en résulte une petite courbure qui est concave, qui s'oppose à la grande courbure qui elle est convexe et qui est sur la gauche. L'estomac a ainsi deux courbures, la petite courbure sur la droite, la grande courbure sur la gauche. Et la poche rétrogastrique finit par déborder, aller grandir au-delà de la grande courbure. C'est toujours l'estomac, avec ici ces courbures qui ont été développées, petite courbure sur la droite, grande courbure sur la gauche. Ce schéma représente dans sa partie gauche le bord inférieur de la glande hépatique, avec la partie terminale, la partie caudale du mésogastre ventral qu'on appelle le bord libre du mésogastre ventral qui contient chez l'embryon la veine ombilicale. Le petit épiplon, qui appartient initialement au mésogastre ventral, a ici sa position définitive, c'est un épiplon gastro-hépatique et qui contient les éléments vasculaires et biliaires de
ce qu'on appelle le pédicule hépatique. Le hiatus de Winslow persiste sur la face dorsale du petit épiplon, au-dessous de la glande hépatique, et ce hiatus de Winslow permet, comme on l'a vu, la progression de la poche rétrogastrique. Cette poche rétrogastrique, étirant le mésogastre dorsal, va déborder la grande courbure, et va ensuite se développer au-delà de cette grande courbure en direction caudale. Le troisième phénomène qui va positionner l'estomac, c'est une rotation encore, mais cette deuxième rotation gastrique n'est plus sur un axe crânio-caudal, mais sur un axe antéro-postérieur, axe qui est représenté par une artère, le tronc cœliaque. Sur ce schéma sont en place la petite courbure, la grande courbure, au centre en rouge le tronc cœliaque et deux de ses artères, l'artère coronaire stomachique vers le haut en direction de l'œsophage, l'artère hépatique vers le bas. Il en résulte, dans cette deuxième rotation, une bascule de l'estomac, initialement verticale, il devient en partie transversal, avec la partie crâniale qui va vers la gauche, la partie caudale qui remonte vers la droite. Nous avons maintenant deux courbures pour le proentéron, deux courbures pour l'estomac, deux courbures que nous allons étudier sur deux schémas différents avec la topographie, la position définitive. Sur ce schéma, l'aorte représente la ligne médiane dorsale, aorte qui est en arrière du péritoine pariétal postérieur, et l'aorte donne le tronc cœliaque et ses trois branches de division. La petite courbure gastrique, la petite courbure de l'estomac, a été volontairement dénudée de son péritoine viscéral avec une dissection qui a coupé, retiré le petit épiplon et qui laisse à découvert la petite courbure gastrique. Tout d'abord, le hiatus de Winslow est en arrière et dorsal par rapport au petit épiplon. Il est prolongé par un pointillé pour faire figurer toute sa hauteur. Et la première partie de la poche rétrogastrique est formée par le vestibule qui est dorsal par rapport au petit épiplon. La limite gauche du vestibule, c'est le foramen bursé ommentalis. Ce foramen bursé ommentalis, c'est deux artères qui le constituent, de courbure artérielle. Tout d'abord, l'artère coronaire stomachique qui est en direction crâniale, qui forme une concavité vers le bas et qui atteint la région de la jonction entre l'œsophage et l'estomac. La deuxième partie, c'est l'artère hépatique qui est concave vers le haut et qui va se poursuivre dans le petit épiplon vers la glande hépatique. Et sur la gauche du foramen bursé ommentalis se forme la poche rétrogastrique, proprement dite, ou arrière-cavité des épiplons. La petite courbure gastrique, c'est celle qui est le lieu d'implantation du petit épiplon du méso-gastro-hépatique. Le second schéma va représenter la grande courbure dans sa position définitive. On a laissé la dissection de la petite courbure, sur laquelle on a fait l'ablation du péritoine viscéral, et le péritoine viscéral est sectionné horizontalement, transversalement dans la partie haute de l'estomac, mettant ainsi à jour les deux feuillets du mésogastre dorsal. On a vu comme précédemment l'épiplon pancréatico-splénique qui fait la jonction entre le pancréas et la rate, puis la rate avec son enveloppe de péritoine viscéral, et un épiplon gastro-splénique qui réunit la rate et la grande courbure gastrique. La poche rétrogastrique a débordé la grande courbure, la croissance n'est plus possible vers la gauche puisqu'on a atteint la paroi latérale de l'individu. La croissance va donc se faire en direction caudale,
au-delà de la grande courbure, et c'est ainsi que se développe, au-delà de la grande courbure gastrique, le grand omentum ou grand épiplon, qui est donc un tissu en grande partie constitué par du péritoine viscéral et qui va recouvrir cette partie médiane, cette partie ombilicale de la région de l'abdomen en recouvrant l'intestin grêle. Ces deux schémas en coupe sagittale vont représenter l'évolution des mésos et l'évolution des accolements lorsque le tube digestif et ses glandes annexes sont en position définitive. Tout d'abord, sur le schéma de gauche, la paroi postérieure et le muscle diaphragme ont été symbolisés par un simple trait noir. Ces deux éléments sont doublés par le péritoine pariétal postérieur, en vert foncé, à la fois pour la coupole diaphragmatique et la paroi dorsale. Le mésocolon transverse relie le côlon transverse à la ligne médiane postérieure, et au-dessus figure le mésogastre dorsal contenant ici le bourgeon dorsal du pancréas. Ce mésogastre dorsal a été étiré vers la gauche par le développement de la poche rétrogastrique, et cette poche rétrogastrique, ne pouvant plus se développer vers la gauche puisque le contact avec la paroi est établi, elle ne pourra se développer que en direction caudale et ventrale, développant ainsi le grand omentum ou grand épiplon qui va passer en avant ventralement par rapport au côlon transverse et recouvrant l'intestin grêle. En différents endroits vont se former des accolements soit entre péritoine pariétal et péritoine viscéral, soit entre des éléments de péritoine viscéral entre eux. En bas et à droite, c'est la situation définitive avec l'estomac, le côlon transverse, le pancréas et la poche rétrogastrique. Premièrement, le ligament gastrophénique représente l'accolement entre la grande courbure de l'estomac et la coupole diaphragmatique. Il ne s'agit pas d'un ligament au sens articulaire du terme. Ce n'est pas une articulation. C'est un accolement entre péritoine viscéral et péritoine pariétal. C'est un abus de langage vis-à-vis des premiers anatomistes qui ne savaient pas différencier un ligament d'un accolement péritonéal. L'accolement existe sur toute la hauteur du mésogastre dorsal jusqu'au mésocolon transverse. Le grand omentum s'est développé en passant entre la grande courbure de l'estomac et le côlon transverse. Ce grand omentum, qui mesure plusieurs centimètres, est en fait constitué par 4 plans, 4 couches de péritoine viscéral, et la partie qui était initialement une cavité, la poche rétrogastrique, a formé un accolement entre 2 feuillets de péritoine viscéral. Ce grand omentum va être très vite colonisé et surchargé par des cellules graisseuses, des adipocytes, et prendre une consistance très graisseuse. La jonction entre la grande courbure gastrique et le côlon transverse s'appelle là aussi le ligament gastrocolique entre grande courbure gastrique et côlon transverse. Lorsque l'on veut accéder à la poche rétrogastrique dans une intervention chirurgicale, il faut ouvrir le ligament gastrocolique, généralement en passant par en dessous, entre le côlon transverse et le grand omentum. Nous avons ensuite le mésocolon transverse qui va s'accoler avec la partie horizontale de la poche rétrogastrique. Là encore, c'est un accolement entre péritoine viscéral et péritoine viscéral qui va solidariser des viscères entre eux. Cette région du mésocolon transverse va diviser, de façon très artificielle, mais va diviser la grande cavité péritonéale en 2 parties. Une partie crâniale, qui est l'étage au-dessus du mésocolon, l'étage submésocolique, c'est l'étage de l'estomac, c'est l'étage de la glande hépatique, des voies biliaires, donc un groupe de pathologies qui est associé, qui regroupe des viscères communs entre eux. Par opposition à l'étage sous-mésocolique, avec des viscères qui sont l'intestin grêle et le gros intestin, et là aussi
des pathologies très différentes. Nous faisons maintenant une synthèse sur le péritoine. Le péritoine est une séreuse, au même titre que la plèvre ou le péricarde. Une séreuse, c'est-à-dire deux feuillets viscéraux, ou un feuillet pariétal, un feuillet viscéral, qui sécrètent une fine couche de liquide péritonéal et qui permet la mobilité des viscères les uns par rapport aux autres. Le péritoine a tout d'abord des caractères morphologiques. La surface totale est équivalente à la surface corporelle, soit en moyenne 2 mètres carrés. C'est une frontière ininterrompue de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur et qui est très dense en réseau lymphatique. C'est une membrane dialysante semi-perméable qui permet, par osmose, entre autres, de réaliser une épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale suraiguë et lorsqu'on ne possède pas un rein artificiel. Et ce péritoine est en mobilité permanente passive. En effet, il n'est pas animé par des muscles, ce sont les muscles des viscères, d'une part, les muscles de la paroi de l'abdomen d'autre part, la respiration entre autres, qui vont imposer une mobilité permanente, passive au péritoine. Le péritoine est très riche en innervation. L'innervation pariétale, essentiellement, qui est très sensible, c'est l'innervation des muscles, qui va jusqu'au niveau du péritoine. C'est une innervation sensitive qui passe par les nerfs phréniques, par les nerfs intercostaux, et qui représente les projections des douleurs viscérales sur les parois de l'abdomen. Le péritoine viscéral, par contre, lui est peu sensible, avec une innervation essentiellement provenant du système nerveux autonome. Le péritoine est une séreuse à deux feuillets. Le feuillet pariétal est une véritable membrane, individualisable, constituée, épaisse, qui peut être suturée dans une intervention chirurgicale. Le péritoine viscéral, par contre, lui est plus mince. C'est un simple vernis à la surface des viscères qui n'a aucune solidité et qui n'est jamais utilisé en suture chirurgicale. Entre les deux, il y a un espace virtuel, espace normalement qui contient simplement quelques millilitres de sérosité, mais qui peut devenir volumineux lorsqu'il y a une injection d'air ou lorsqu'il y a un phénomène pathologique qui va augmenter les sécrétions péritonéales, voire s'infecter dans une péritonite. Ces feuillets, cette séreuse, peut absorber d'une part les sérosités intrapéritonéales lorsqu'elles sont inflammatoires, mais aussi d'autres liquides provenant d'autres secteurs. Le plus célèbre, c'est le liquide cérébrospinal, autour du cerveau, du système nerveux central, qui, en cas de dysfonctionnement de sa résorption, pourra être dérivé par un drain sous-cutané depuis le cerveau jusqu'au péritoine, et grâce à son pouvoir de réabsorption, le péritoine pourra résorber 500 ml, voire plus, de liquide cérébrospinal par jour. Le péritoine, c'est enfin un système de défense. Système de défense avec des sécrétions liquidiennes qui sont bactéricides, qui ont un pouvoir de phagocytose, qui sont fongicides également. Le péritoine, en constant mouvement par les mouvements péristaltiques du tube digestif, peut être immobilisé et tomber dans un repos fonctionnel, c'est l'iléus fonctionnel. L'iléus pourra être pathologique en cas d'occlusion intestinale. On a vu que le péritoine viscéral pouvait faire l'objet d'accollements, de fixation, soit entre deux zones de péritoine viscéral, soit avec le péritoine pariétal. Eh bien, ce pouvoir d'accollement est permanent et il peut survenir en cas de phénomène inflammatoire ou de phénomène infectieux dans la cavité du péritoine. Et ce sont donc des accollements nouveaux qui vont se produire, mais qui vont limiter l'extension d'un phénomène infectieux, par exemple, à partir de l'appendice ou de la vésicule biliaire. C'est particulièrement le grand épiplomb ou grand omentum qui joue ce rôle lorsqu'il y a un foyer inflammatoire sur le gros intestin, l'estomac ou un autre segment. Eh bien, le grand épiplomb, qui est très vascularisé,
va venir se placer en regard du foyer inflammatoire, former un accolement, un néo-accolement, et éviter ainsi la diffusion du phénomène inflammatoire ou infectieux dans la grande cavité péritonéale, évitant ainsi une péritonite généralisée.